Bon, bonsoir tout le monde, hein, vu qu'il fait bien sombre maintenant au mois de décembre. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à cette conférence des jeudis de l'histoire organisée par le musée de la ville de Bruxelles, la Maison du Roi. Euh, Aujourd'hui, nous avons la formule webinaire, hein, comme vous pouvez le constater, et c'est notre dernier webinaire et conférence d'une année qui a été assez chargée et intéressante au niveau de nos conférences des jeudis de l'histoire. Alors, pour clôturer euh, cette, ce cycle 2022 des conférences des jeudis de l'histoire, nous avons invité Michel Van Welkenhuizen, qui est un professeur d'histoire à la retraite, qui est passionné d'histoire, qui est passionné de l'histoire des habitants de Bruxelles. Et dans ce contexte-là, il a fait des recherches sur les habitants de Bruxelles euh, au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et plus précisément, ben voilà, la première école laïque de Bruxelles, qui a la particularité, et ça, M. Van Welkenhuizen va nous l'expliquer, qui a la particularité d'avoir connu différents régimes politiques, d'abord sur la période autrichienne, française, hollandaise et après l'indépendance de la Belgique, donc de 1777 à 1830. Monsieur Van Welkenhuizen va nous faire voyager dans les écoles dans l'école bruxelloise laïque. Avec son expérience de professeur, Monsieur Van Welkenhuizen s'est également posé la question, est-ce que 2 siècles plus tard, l'école, ses élèves, ses professeurs, a-t-elle beaucoup changé? Alors, certains d'entre vous, vous voyez sur votre écran que nous sommes à 3. Donc, il y a bien sûr notre conférencier Michel Van Welkenhuizen, moi, Bruno Bertman, sur les services du public des musées de la ville de Bruxelles, en charge de ce cycle de conférences. Mais en cas de soucis techniques et pour répondre également à vos questions, mon collègue Martin Angenot. Alors, je parlais des questions-réponses. En cours de la conférence de M. Van Welkenhuizen, dans votre écran, en bas, vous avez une icône Q et R, questions et réponses, que vous pouvez nous envoyer tout au long de la conférence. Martin et moi, nous allons répondre aux questions plus d'ordre pratique. Si vous nous avez posé des questions sur les horaires du musée, par exemple, on vous répond à ce moment-là par écrit. Et les autres questions concernant le contenu de la conférence de M. Van Welkenhuizen, nous les lui poserons à la fin de celle-ci et on compte que cela va durer à peu près 3 quarts d'heure. Alors, Martin et moi, nous allons couper nos micros et nos caméras. Nous allons céder la parole à M. Van Welkenhuizen et nous vous disons à tout à l'heure. À vous, M. Van Welkenhuizen. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence virtuelle à ma conférence de ce soir. Comme M. Wertmans vient de vous le dire, j'ai derrière moi une carrière d'enseignant d'histoire. Tout en m'intéressant à la population de Bruxelles, particulièrement au XVIIIe et XIXe siècle, et encore en particulier celle qu'on a peu étudiées, c'est-à-dire les petits, les obscurs, les sans grade, bien connus. Il était donc naturel que j'essaye de connaître et de faire connaître ceux et celles qui ont peuplé les écoles secondaires de jadis, aussi bien les élèves que les enseignants ou le personnel administratif et médical. Tout récemment, j'ai rassemblé dans un livre publié par les archives de la ville de Bruxelles, dans la série Studia, c'est le numéro 13, une synthèse de mes recherches. Et c'est à l'occasion de l'apparition de ce livre que j'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Je vais donc essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous entrouvrir, oui, ce ne sera qu'entrouvrir car le sujet est très vaste, de vous entrouvrir la porte d'un type d'école secondaire à Bruxelles et en Belgique. J'ai intitulé ma conférence « Aux origines de l'enseignement laïque à Bruxelles de 1777 à 1830 ». En fait, mon point de départ est une chanson que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est une chanson de Bourvil
qui dit notamment « Malgré le temps qui s'envole, il n'en est pas moins vrai que les souvenirs d'école ne s'oublient jamais. » Et je crois que c'est très vrai. Nous avons tous des souvenirs d'école, que ce soit le matériel qu'on a employé, que ce soit les camarades, que ce soit les professeurs, les jeux, les chahuts. Je pense que nous avons tous des souvenirs de ce type. Et avec un peu de chance, nos parents peuvent nous avoir raconté leurs propres souvenirs d'école, voire même nos grands-parents. Mais si on veut remonter plus haut, je pense que personne ne peut dire qu'il possède des souvenirs directs de l'école telle qu'elle était sous le régime impérial, par exemple, du temps de Napoléon. Même à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas quelque chose que l'on écrit dans les livres en général, et c'est dommage. Parce qu'on peut se poser la question, l'école de jadis était-elle semblable, totalement différente, ou vraiment tout à fait la même que celle d'aujourd'hui? En plus, comme enseignant, ce n'est pas seulement comme enseignant, j'imagine, j'ai souvent entendu des phrases comme « les enfants d'aujourd'hui n'ont plus de discipline »,« l'école n'a pas d'argent », en 2022, bientôt 2023, les professeurs sont mal payés, ils sont pistonnés, ils ne travaillent pas, ils ont trop de vacances, etc., etc. Et j'ai voulu faire en fait le point sur la situation jadis. Et comme mon domaine de recherche favori, c'est la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, je me suis dit, eh bien, essayons de trouver des documents qui nous permettent de connaître un peu mieux la vie, les professeurs, les élèves dans une école de cette époque-là. Mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire, car la plupart des écoles n'ont pas gardé d'archives. Et aussi, la plupart des écoles d'aujourd'hui sont de création relativement moderne. Si je prends les grandes écoles de la ville de Bruxelles, par exemple Jacquemin, Jacquemin a été créé en 1922. Cateau en 1941, même si Cateau a succédé à une école moyenne qui avait été créée au XIXe siècle. C'est la même chose le Mage, l'école moyenne, encore une fois, de 1851. L'école Carter, c'est 1908, Adolphe Max, c'est 1909. C'est donc vous dire que, au regard de l'histoire, ces écoles n'ont pas une très longue histoire. Et donc, par définition, pas d'archives pour remonter à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle. Heureusement, une école a été fondée justement au XVIIIe siècle et a fonctionné, figurez-vous, jusqu'au début du XXIe siècle, jusqu'en 2002 exactement. C'est l'Athénée royal de Bruxelles, aussi connu sous le nom de Athénée de la rue du Chêne, qui a été fondé en 1777 et qui a fonctionné pendant 227 rentrées scolaires, ce qui est énorme. En plus, on a la chance d'avoir trié, non seulement conservé, mais trié aussi, inventorié les archives de cet établissement, ce qui nous permet évidemment d'en connaître relativement bien le fonctionnement. Il se fait aussi que l'ancêtre de l'Athénée de la rue du Chêne est le premier établissement qu'on puisse dire laïque. Nous allons voir que cette laïcité est toute relative, mais c'est la première fois qu'un pouvoir laïque organise l'enseignement. Je dis bien l'organise, ce ne sont pas nécessairement les professeurs, non, c'est le pouvoir organisateur qui est au moins partiellement laïque. Alors, puisque je vous parle des premières écoles laïques, il est logique que je vous dise un petit peu comment fonctionnait l'enseignement jusque-là. Eh bien, sous l'Ancien Régime, aussi bien en Belgique qu'en France, l'enseignement était totalement confié aux prêtres. Vous aviez essentiellement les frères des écoles chrétiennes,
les augustins, les oratoriens, tout particulièrement les jésuites, qui s'occupaient donc de l'enseignement des garçons. Pour ce qui est de l'enseignement des filles, eh bien, malheureusement, on en était à la situation des 3 cas allemands. Pour les anciens, une fille devait s'occuper de Kinder, Kirche et Küche, c'est-à-dire des enfants, de la cuisine et de l'église. Et donc, l'enseignement des filles était très limité. On leur apprenait un peu de religion, un peu de catéchisme, à lire et écrire vaille que vaille, et puis ça s'en tenait là. Mais encore une fois, pour elles, l'enseignement était aux mains ou bien des béguines ou bien des ursulines. Le principal ordre religieux qui s'occupait d'enseignement était donc les jésuites. Vous voyez qu'ils ont été fondés au XVIe siècle. Et à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, eh bien, leur enseignement et leur nombre a fortement augmenté. En effet, excusez-moi, vous avez ici une très intéressante image qui représente l'arbre des jésuites. Qui représente qui est les collèges. Vous voyez que le nombre de petites feuilles est absolument énorme. Vous remarquez aussi que au-dessus, il y a une petite feuille que j'ai soulignée en rouge. C'est la feuille qui nous intéresse. Oui, nous avons un petit problème technique. Visiblement, vous avez perdu M. Van Welkenhuizen.
On va vous le faire revenir. Un petit instant, s'il vous plaît. Oui, les participants sont là. Voilà, bonjour. Nous sommes dans le même bâtiment, M. Van Valkenhuizen et moi, et on a eu une coupure d'Internet. Donc, on essaye de rentrer à nouveau dans Zoom. Est-ce que, Martin, tu nous vois?
Sur l'adresse Internet. Ça, c'est correct. Elion, c'est quoi? Ah non, Éléonore, pardon. Ah, Elion. Non. Oui, Bruno. Éléonore, désolé de te déranger, mais on a été une coupure d'Internet. Le conférencier et moi, on a été expulsés. Et maintenant, j'essaie de me reloguer avec toi. C'est quoi ton mot de passe? Be Happy for Life, c'est ça? Non, Carpe Diem, Ah. mais de Zoom. Oui. Tu peux le retrouver sur le serveur facilement. Non, j'ai plus d'Internet. Ah oui, ok. Attends, j'ouvre mon ordi. Ah voilà, Mais, attends. Normalement, c'est Carpe Diem. Martin me dit qu'on nous voit. Martin me dit qu'on nous voit. Mais alors, donc a priori, on nous voit. Donc, si vous êtes connecté. Oui, c'est bon. Non. Vous étiez ici. Hein? Oui, non, attends. Attends. Voilà, désolé, on a eu une coupure d'Internet, on est dans le même bâtiment. Voilà, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si les enseignants jadis avaient les mêmes problèmes techniques. Donc, comme je vous disais, peu à peu, les jésuites ont été expulsés parce que ils avaient justement une trop grosse influence via leurs élèves. Et comme vous voyez, c'est le Portugal qui, le premier, les a chassés en 1759, puis la France, puis l'Espagne, puis Naples, la Sicile et Parme. Évidemment, expulser les jésuites, c'était un risque pour les chefs d'État de l'époque. Donc, ils ont insisté auprès des papes successifs afin qu'ils usent de son pouvoir spirituel et temporel et suppriment tout simplement la société de Jésus.
C'est bien clavier là, on voit. Ça va bien. Pour récupérer, je vais là. Vous descendez votre écran. Comme ceci. Donc, je disais, avant la Xème coupure de connexion, que nous étions en Belgique sous la domination de l'impératrice Marie-Thérèse. Elle est montée sur le trône en 1745 et elle ne sait pas encore, évidemment, en 1773 qu'elle mourra en 1780. L'impératrice Marie-Thérèse s'empresse de dissoudre également la compagnie sur ces terres le 2 septembre 1773, c'est-à-dire seulement 2 mois, grosso modo, 1 mois et demi après la bulle pontificale. Mais le 2 septembre, on est bien entendu quelques jours avant la rentrée scolaire, même si à l'époque, on rentre au 1er octobre. Comme je vous disais, les jésuites ne possédaient en fait plus à ce moment-là que 17 collèges sur 60, plus 18, mais c'était aussi les plus fréquentés. Donc, que faire des élèves? Eh bien, tout simplement, les autres ordres religieux en accueillent la majeure partie. Cependant, Marie-Thérèse n'en est pas à son coup d'essai en matière d'enseignement. En effet, à peine montée sur le trône en 1746, qu'elle a offert à la Compagnie de Jésus, aux jésuites, qui bien sûr à l'époque existait toujours, un palais qu'elle n'aimait pas, un palais appelé Neue Favorita, près de Vienne. Si elle leur a offert ce palais, ce n'est pas seulement par bonté d'âme, mais c'est parce qu'elle leur a demandé de fonder une école destinée à former l'élite de l'administration autrichienne, de la cour et de l'armée. En ça, l'école n'a rien de très particulier, sauf que c'est l'impératrice qui chapeaute l'enseignement. Ce n'est plus la Compagnie de Jésus qui veille, par exemple, au programme, qui veille au choix des manuels, qui veille à l'état d'esprit général. Non, c'est l'impératrice elle-même via un... Excusez-moi, il y a de nouveau un problème. Via un ministère de l'Éducation nationale. Et cette école a eu énormément de succès. La preuve, c'est qu'elle existe encore toujours à Vienne, toujours dans le même bâtiment. La seule différence, c'est que maintenant, le bâtiment de la Neue Favorita se trouve en pleine ville de Vienne, alors qu'il se trouvait jadis à la campagne. C'est donc ici, avec la Neue Favorita, la première fois que un pouvoir non religieux a la haute main sur une école. Et l'impératrice décide de faire la même chose, de créer des écoles de ce type dans notre région. Le collège thérésien est ainsi créé le 9 mars 1777. Alors, il s'appelle Collège thérésien à Bruxelles. Il s'appelle Collèges royaux dans toutes les autres villes où elle crée ce type d'école. La base, c'est que l'enseignement, l'organisation de l'enseignement est placée sous la tutelle d'un ministère appelé la Commission royale des études. Et cette Commission royale des études, elle est composée moitié de laïcs, moitié d'ecclésiastiques. Et ils sont nommés par l'impératrice. Autre caractéristique, les enseignants seront choisis par le gouvernement au mérite, par le concours, et selon des règles rendues publiques. Et non seulement les ecclésiastiques peuvent concourir pour devenir professeurs, mais également les laïcs, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient étrangers. Les enseignants, elle le précise, ne doivent plus être des prêtres réguliers vivant en communauté,
car ça empêche le recrutement de certains bons candidats. Alors, chose très importante, chez les jésuites, la seule matière qui était vraiment approfondie, qui avait réellement de l'importance, c'était le latin, éventuellement un peu de grec. Ici, l'impératrice décide que dans ce nouveau type d'école, eh bien, on enseignera aussi les langues vivantes, l'histoire, la géographie, les mathématiques et les sciences. Les jésuites enseignaient gratuitement. Et ça, Marie-Thérèse trouve que ce n'est pas bon. Elle considère que l'enseignement doit être payant parce que les professeurs recevront une partie de l'argent payé par les parents des élèves. Et plus il y aura d'élèves dans l'école, plus les professeurs seront payés. S'il y a beaucoup d'élèves dans l'école, c'est parce que les professeurs sont bons. Donc, ça veut dire qu'il y aura une émulation parmi les enseignants. Elle estime aussi que les autres écoles, c'est-à-dire les augustins, les oratoriens, tout cela, seront traités sur le même pied et qu'on ne lésinera pas sur les dépenses. L'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, même le nerf de l'enseignement. Le préfet sera toujours un ecclésiastique qui veillera à l'éducation religieuse des élèves, mais encore une fois, j'insiste, le préfet est dans une école, mais toutes les écoles seront sous l'autorité de la Commission royale des études. Si vous voyez ici une carte de la Belgique actuelle, toutes les villes dont le nom est encadré en noir sont des villes où l'impératrice crée des écoles. Vous voyez qu'il y en a à Bruges, à Gand, Anvers, à Bruxelles, bien entendu. Si vous observez la carte un peu attentivement, vous voyez que les écoles sont inéquitablement partagées entre l'ouest du pays et l'est du pays. Il y en a beaucoup plus en Flandre qu'en Wallonie. Cela s'explique de deux façons. D'abord, vous voyez toute cette zone que j'ai tracée en vert, ça correspond à la principauté de Liège, où Marie-Thérèse n'est pas souveraine. Donc, pas question pour elle de créer des écoles à sa guise dans toute cette région. Donc, ça veut dire que, par exemple, Saint-Tron, Liège, un peu plus loin, à la limite de Charleroi, c'est un territoire qui échappe au pouvoir de Marie-Thérèse. Mais remarquez que partout où c'est possible, elle en crée quand même. Elle en crée à Namur, elle en crée à Herve, elle en crée à Marchand-Famenne. D'autre part, toute la région de Louvain ne possède pas d'école, pour la bonne et simple raison que les jésuites n'ont jamais été autorisés à enseigner dans la sphère d'influence géographique de l'Université de Louvain. Il n'y a donc pas eu de suppression d'écoles à cet endroit-là, il n'y a donc pas besoin d'en créer plus. Quant au sud du pays, vraiment la province de Luxembourg, profonde, elle est très très peu peuplée, il n'y a donc pas besoin d'y créer d'écoles, surtout pas d'écoles secondaires. Les bâtiments, eh bien, ce sont souvent les bâtiments des jésuites qui sont récupérés. C'est le cas, par exemple, à Bruges, à Gand, ici une image qu'on ne voit peut-être pas tout à fait bien, à Alost, à Mons, à Namur ou encore à Herve. Petit détail sur Namur, si vous connaissez un petit peu l'Athénée de Namur, car ce sont actuellement les bâtiments de l'Athénée de Namur, vous avez une grande entrée avec un portail en pierre, et sur ce portail en pierre, il est encore toujours écrit École royale, avec la date de 1777. L'école de Herve est la seule qui porte jusqu'à nos jours le nom d'école Marie-Thérèse. Qu'en est-il à Bruxelles? Eh bien, là aussi, Marie-Thérèse récupère l'école des jésuites. Voilà le couvent des jésuites. Voici donc l'église, voici le bâtiment des cours et voici le bâtiment où sont logés les pères jésuites. Alors, pour vous le situer un tout petit peu à Bruxelles, ici, vous avez le Grand Sablon. Ici, vous avez la rue de Rosebroek.
ici, vous avez le débouché de la rue de la Paille. Donc, l'école se situe dans un quadrilatère, rue de la Paille, rue de Ruysbroek, rue d'Or. Vous voyez, c'est un territoire très grand avec de très beaux jardins. Alors, pour vous donner une petite idée de l'endroit qui correspond aujourd'hui, eh bien, voilà, les drapeaux à mâts jaunes et bleus, eh bien, sont à l'emplacement approximatif de l'église. Et la galerie, eh bien, c'est le débouché de la rue de Ruysbroek. Je laisse chacun libre de penser si Bruxelles y a gagné ou y a perdu. Alors, une des choses importantes qu'il fallait faire, bien entendu, c'était de recruter les enseignants. On a lancé des concours et vous allez voir qu'il y a eu toutes sortes de candidats, du pire au meilleur. Vous avez par exemple ici un certain monsieur Jean-Antoine Swennen, dont on dit son passé, donc c'est un séculier, il est marié, ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, ce qu'il prétend au moins savoir, et la conclusion de la commission d'examen ne sait rien. Vous avez un certain Pierre-Jean Van Driesch. Lui, il a de très bons témoignages de son évêque. Lui, on fait fonctionner un petit peu le piston, mais il se présente un peu en bon flamand. Ce n'est pas très flatteur. Celui-là, M. de Vaugelas, il ne sait que le flamand. Il se présente pour les mathématiques, et puisqu'il ne sait rien enseigner d'autre, il a été renvoyé. Celui-ci, M. de Versay, il se présente pour enseigner l'écriture, c'est-à-dire la calligraphie et les éléments du commerce. Or, on ne va pas les enseigner, donc on ne le prend pas. M. André, lui, il ne sait qu'un peu de latin. Et il bafouille, il a un empêchement à la mâchoire qui le fait parler désagréablement. Ce n'est certainement pas une qualité pour un enseignant. Celui-là, il est vulgaire. Celui-là, ce n'est pas un aigle, et au contraire, il est trop élégant dans la manière de se mettre. Monsieur Hendricks, c'est un joli sujet. Alors, il ne faut pas prendre joli au sens esthétique, mais plutôt un sujet qui convient, et il est sur la liste de l'archevêque. Encore une fois, il y a du piston. Et il a d'ailleurs été choisi comme administrateur, donc comme intendant. Puis, nous avons un certain François Quénon, qui propose non seulement de devenir préfet, mais qui propose de donner aussi des cours de théologie, ce qui serait un moyen de conserver sans frais 2 professeurs de théologie. Vous voyez que même si on a prévu de faire des dépenses, on essaye tout de même de faire des économies. Et enfin, on a l'abbé Jacques. Alors, l'abbé Jacques, ça, il faut retenir son nom. Il est bien recommandé par le président et l'évêque de Namur. Il est bien pistonné. Il a beaucoup d'aménité et de goût et il se présente très bien. On va en effet le choisir comme sous-principal. Et voilà la première équipe éducative. En caractère italique, c'est-à-dire Moulan, Jacques, Beaurepaire, Bouten et Van der Selaar, vous avez les ecclésiastiques. Vous voyez qu'ils forment encore une partie non négligeable du corps enseignant. À côté de laïcs, Guise, Baudewijn, Delahaye et Aurélie. Guise, on aura l'occasion d'en reparler. Et vous retrouvez le fameux abbé Jacques en tant que sous-principal. La chose un peu particulière, c'est que chaque professeur enseigne toutes les matières d'un niveau. C'est-à-dire que M. Guise, par exemple, qui enseigne en première année, ce qu'on appelle la petite figure ou la 6e, eh bien, il enseigne aussi bien le français que le latin, que l'histoire, que la géographie, que les mathématiques, que les sciences. C'est véritablement un pic de la Mirandole. Et M. O'Reilly, qui est d'origine irlandaise, fait la même chose en rhétorique. À côté de cela, vous avez les professeurs, je dirais, des arts d'agrément, de dessin, de chant, d'équitation, de calligraphie, etc. Vous voyez qu'ils sont aussi nombreux que les professeurs des matières principales. Alors, petite anecdote sur l'abbé Jacques, le sous-principal, il est aussi le tout premier professeur à être chassé de l'école. Oui,
il n'est pas, malgré toutes les recommandations qu'il avait de l'évêque de Namur, il a fallu le mettre à la porte, pour 3 raisons. D'abord, il jure comme un charretier, en utilisant des mots qui sont déplacés dans la bouche d'un ecclésiastique. Ensuite, il confond l'argent de l'école avec le sien propre et dépense l'argent de l'école pour son plaisir à lui. Et ensuite, il lutine la cuisinière, ce qui est tout à fait déplacé pour un ecclésiastique. Il ne fait donc pas long feu. Je vous ai dit, tous ces jeunes gens, eh bien, ils apprennent non seulement les armes, mais aussi la danse, mais aussi le dessin, et ils ont à leur service des perruquiers. Oui, c'est très particulier. Donc, il y a dans une des salles du collège un coiffeur à domicile. C'est un peu spécial, évidemment, mais cela s'explique. Parce que parmi tous les élèves, eh bien, il y a une catégorie très particulière. Ce sont les pages de la cour. Et ces pages de la cour, ce sont des jeunes gens élégants, des meilleures familles, qui sont chargés d'accompagner, non pas l'impératrice, puisque l'impératrice est à Vienne, mais son représentant ici à Bruxelles, qui est Charles de Lorraine. Et ces jeunes gens portent perruque, comme vous voyez ici. C'est une image un peu plus ancienne, ce n'est pas la fin du XVIIIe siècle, c'est plutôt le début du XVIIIe siècle, mais ils étaient tout aussi élégants. Les enseignants reçoivent des instructions très précises, même pour les livres à étudier. Un certain monsieur Desroches écrit le livre d'histoire destiné au collège thérésien et au lycée royaux. Et je vous lis une phrase du plan provisionnel, c'est-à-dire du plan des études, qui est extrêmement moderne. On dit une seconde règle qui regarde également tous les professeurs et qu'ils ne doivent jamais perdre de vue, c'est d'inspirer le goût et l'amour de la littérature. Pour y parvenir, la douceur, la patience et le grand art de se rendre petit avec les petits sont des qualités aussi nécessaires que le savoir et l'érudition. Redresser sans humeur, sans chagrin les enfants, toutes les fois qu'ils manquent. Répondre avec bonté à leurs questions. Répéter patiemment et plusieurs fois une même chose. Prévenir les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Se charger de la plus forte partie du travail pour leur ménager le plaisir de s'instruire à peu de frais. Savoir encourager les faibles et les louer à propos. Être le même envers tous et user de la plus grande impartialité dans les récompenses, dans les réprimandes et dans les distributions des prix, sans jamais donner sur ce point le moindre sujet aux soupçons légitimes, voilà les plus sûrs moyens de faire aimer et les professeurs et la littérature. Je crois que voilà un texte d'une remarquable modernité. En 1781, on crée un pensionnat. On le crée en fait à la place des beaux jardins du monastère des Jésuites. Voilà un plan du monastère des Jésuites avant la création du pensionnat. Ça, c'est une vue de côté. Et vous voyez qu'à la place du jardin, on a créé toute une série de bâtiments qui permettent d'abriter justement le pensionnat. On crée une nouvelle porte au pensionnat avec ici tout au-dessus une pierre gravée d'une inscription en l'honneur de Marie-Thérèse, qui est une inscription évidemment extrêmement laudative. Et si vous voulez avoir une petite idée de l'endroit où se trouvait cette porte, eh bien c'est très facile. Elle se trouvait dans ce qui est maintenant la galerie qui prolonge la rue de Rosebrook et qui amène jusqu'à la place de la Justice. Ça a bien changé. Alors évidemment, on annonce au public l'ouverture du pensionnat. On donne quelques détails. On dira notamment que les pensionnaires doivent être âgés de au moins 9 à 10 ans et savoir lire et écrire.
on explique qu'ils auront un domestique pour les servir, ils seront toujours surveillés, ils seront sous les yeux du principal et des professeurs, et d'une manière assez comique, plus bas, on annonce qu'on leur fournira le lit, la literie, table, chaise, chandelier, chandelle, chauffage, et même le pot de chambre. On leur fournira aussi une timbale. En voilà un exemple, et j'ai même pu déterminer exactement à qui elle avait appartenu, cette timbale, puisqu'elle porte un numéro et que les élèves étaient déjà des numéros. Chaque élève portait un numéro, et le 62, j'ai pu déterminer qui c'était. L'empereur, il s'agit de Joseph II, vient faire une petite visite au pensionnat, et il part une heure entière à interroger les élèves, voir comment fonctionne le pensionnat. Évidemment, le directeur en est très content. Un des sujets de fierté, c'est aussi la richesse de la chapelle, parce que bien entendu, il y a une chapelle. N'oubliez pas que l'école a beau être laïque, la religion a quand même énormément d'importance. Traditionnellement, les élèves des jésuites portaient un uniforme. Voilà, un uniforme bien triste, un uniforme noir. Et pour changer, eh bien, on décide d'en faire un des deux couleurs que vous voyez ici, c'est-à-dire un uniforme gris et beige. Le résultat n'est pas sensationnel, ce ne sont pas deux couleurs qui vont très bien. Donc, l'habit doit être couleur d'ardoise claire et la doublure doit être beige. Et finalement, comme cet uniforme ne plaît pas vraiment, eh bien, les élèves n'en ont plus, ce qui est une énorme modernité à l'époque. Vu un petit peu toutes les matières, l'arithmétique, la lingua gallica, c'est-à-dire le français, la géographie, la doctrine chrétienne, l'histoire romaine, la géométrie, enfin vous voyez un petit peu tout, c'est vraiment un programme qui est très large et très moderne, mais on le fait toujours au nom de la plus grande gloire de Dieu. Et on veille à ce que les livres que les élèves vont utiliser soient expurgés de toute parole un peu osée. Donc même La Fontaine est considéré comme un auteur pas tout à fait convenable qu'il faut expurger. Alors, si nous jetons un coup d'œil sur le règlement scolaire, eh bien, c'est extrêmement moderne. Et ça nous prouve que les élèves de l'époque n'étaient finalement pas tellement différents des élèves d'aujourd'hui. Pour prévenir les pétulances et les désordres qui arrivent infailliblement lorsque les écoliers de toute classe sortent tous pêle-mêle, on observera l'ordre suivant. Ils doivent sortir deux par deux, et étant sortis, ils se rendront modestement chez eux, sans courir, sans crier, sans faire la moindre insolente ou insulte à qui que ce soit, sous peine d'être punis exemplairement. Aussi, chose assez amusante, il est très expressément défendu de s'attrouper dans les rues, surtout autour de ces gens qui vendent des friandises dans le voisinage du collège. Tout le monde sait que le marchand de glace est un fidèle habitué des sorties d'école. Il est très sévèrement défendu de dégrader les meubles et les bâtiments du collège. Il est aussi, je prends le numéro 11, il est sévèrement défendu à tout écolier d'aller nager, oui, à l'époque, ce n'est pas convenable, d'aller à patin, de fréquenter les cabarets, les cafés, les billards, de jouer à des jeux de hasard sous peine d'être puni. Mais voilà, ça c'est le règlement, mais vous avez quand même des élèves qui n'y obéissent pas. Et voilà le préfet qui dit « On me dénonçait il y a 3 semaines quelques-uns de nos écoliers que l'on disait hanter des cafés, des billards, des cabarets, exactement ce qu'ils ne peuvent pas faire. D'après des informations, je connus le fait et pris le parti d'en avertir les parents. » Et puis le préfet ne se fait pas d'illusions. Du moins ceux que je croyais ne point être tout à fait indifférents à la conduite de leurs enfants. Et puis, on a une note du vitrier Grosjean qui a dû réparer les vitres du bâtiment. Et en fait, si les vitres sont cassées, c'est parce que les pensionnaires et les écoliers sont les auteurs de ces dégradations. Donc, malgré qu'on ait un beau règlement, eh bien, ça ne sert pas totalement.
Un moment très important, bien entendu, dans l'année scolaire, ce sont les festivités de fin d'année, la remise des prix. Alors, la remise des prix se passe en deux fois. Tout d'abord, et ça c'est extrêmement intéressant, il y a des exercices publics. Ici, vous avez un exemple d'un exercice public en 1780, donc au début du Collège thérésien, dans la classe du Tyrocinium, c'est-à-dire les plus petits. Le public va pouvoir interroger les élèves, dont les noms sont ici, sur les matières de l'année. Et on donne en dessous les matières qui ont été étudiées. Par exemple, voici les matières qu'ils ont étudiées en langue française. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on le met aussi en latin. Ça permet évidemment de faire de la publicité pour l'école, non seulement de faire venir les parents et toutes les autorités, mais de montrer combien les chers petits connaissent beaucoup de choses et les connaissent bien. La deuxième partie, c'est la remise des prix. Et vous retrouvez les mêmes élèves, évidemment. Vous avez par exemple ici Jean Lefranc, qui a été interrogé et qu'on retrouve comme premier de classe, n'est-ce pas? Et on a aussi le nom du livre qu'il reçoit, Les délices des Pays-Bas, qui est un livre bien connu, très cher à l'heure actuelle. Peut-être pas la lecture favorite d'un enfant qui doit avoir 11 ou 12 ans, mais qui fera certainement l'orgueil de la famille. On a ici donc la liste des élèves qui ont reçu des prix, leur origine, chaque fois, à Bruxelles, et la liste des élèves qui ont eu un accessite, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu de prix, mais qui ont quand même bien travaillé. C'est évidemment extrêmement intéressant pour nous. Les enfants, les premiers de classe, en plus, reçoivent une médaille. D'un côté, avec le buste de Marie-Thérèse, et d'autre part, avec la mention de la classe dans laquelle ils ont été félicités, la classe qu'ils ont si bien réussi. Ils reçoivent aussi une espèce de petit diplôme. Ici, ce n'est pas un diplôme de Bruxelles, c'est un diplôme d'une autre ville. Et on a même retrouvé des lettres de professeurs qui écrivent aux parents en disant, eh bien, écoutez, soyez contents, votre enfant a bien réussi l'année. Tout ça semble bien beau, mais quand on regarde les chiffres, année après année, de 1778 à 1789, on voit que le nombre d'élèves dans l'école diminue singulièrement. La première année, ils étaient 173, ça a diminué. En 1780, ils étaient de nouveau 180, mais il ne faut pas oublier qu'on venait d'ouvrir le pensionnat. Et puis, les chiffres diminuent jusqu'à ce qu'en 1789, il ne soit plus que 58. Et de même, dans le nombre de professeurs prêts à enseigner, dans les candidats, vous voyez que les 2 dernières années, en 87 et en 89, on n'a malheureusement pas les chiffres pour 88, il n'y a plus aucun candidat pour venir y enseigner. Alors pourquoi? Eh bien, les raisons sont nombreuses. D'abord, l'enthousiasme de la nouveauté, la première heure, ça s'est émoussé. Ensuite, les parents ne sont pas habitués à ce qu'il y ait si peu de latin et tellement du reste. C'est trop moderne, en fait. Ensuite, la discipline est beaucoup moins forte que dans les écoles des jésuites. En effet, c'est une idée qu'il ne faut plus de punition. Ben, ça, c'est une idée qui est très moderne, qu'on entend bien souvent de nos jours, mais qui ne donne pas toujours de très bons résultats. Les professeurs aussi n'ont pas assez d'autodiscipline. On trouve de nombreux textes où les professeurs se moquent devant les élèves du directeur, par exemple, ou viennent un peu saouls en classe, ou font toutes sortes de choses peu louables. Le prix des études et du pensionnat est beaucoup trop élevé. Le collège est une création de l'ennemi autrichien, puisque nous sommes sous la domination des Autrichiens, et autant Marie-Thérèse était populaire, autant Joseph II est très impopulaire, au contraire. Et puis, les anciennes écoles religieuses, autres que les jésuites, continuent à subsister et font évidemment une très forte concurrence. On a beaucoup recours également aux précepteurs ou aux écoles à l'étranger.
Bref, les enseignants sont découragés parce qu'ils sont trop peu payés et pas assez considérés. Mais voilà, les temps changent et ça va faire changer l'école aussi. On en arrive dans un deuxième chapitre. On avait vu les écoles des jésuites. Pendant quelque temps, les écoles des jésuites sont supprimées et le collège thérésien n'est créé qu'en 1777, je vous le rappelle. En 1794, il se passe que, après la bataille de Fleurus, nous arrivons sous la domination des Français. Et les Français avaient déjà rénové leur enseignement depuis 1789 et ils imposent ce nouveau type d'école dans nos pays. Cette école s'appelle l'École centrale de la DIL, même si elle s'est d'abord appelée Collège d'Humanité pendant 3 ans, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, l'école change de place. Elle n'est plus dans le collège des Jésuites. Non, l'école va s'installer dans le palais de Charles de Lorraine. Alors, pour vous donner une petite idée, la zone ici que j'ai tracée en violet, c'est l'actuel Mont des Arts. Et la petite boule rouge, c'est la chapelle Saint-Georges, le seul reste du palais. Donc, si vous voyez une vue aérienne actuelle, eh bien, donc l'école centrale était située dans ce quadrilatère, aujourd'hui occupé par la Bibliothèque royale, avec ici la chapelle de Nassau. L'enseignement est tout à fait différent. En fait, l'enseignement est divisé en 3 sections. Dans la première section, les enfants ont de 12 à 14 ans et ils étudient uniquement le dessin, l'histoire naturelle et les langues anciennes. Quand ils arrivent à 14 ans, de 14 à 16 ans, ils n'étudient que les mathématiques, la physique et la chimie. Et ensuite, les plus grands, ils étudient la grammaire générale, c'est-à-dire la langue maternelle, l'histoire, la poésie et la rhétorique, et la législation. C'est un système vraiment très étrange. Bon, il y a des bons côtés aussi, puisque c'est à cette époque-là qu'on invente le congé pendant la semaine. En plus du dimanche, les élèves auront congé également le jeudi. Les élèves n'ont que 2 heures de cours par jour. Tout le reste doit être du travail personnel, du travail de recherche. Mais il faut dire, on va le voir tout de suite, que les enfants ont à leur disposition une bibliothèque digne des plus grandes universités. L'école se veut pratique et en contact avec les spécialistes. Alors, par exemple, le professeur de législation est M. d'Outrepont, qui est un grand légiste de l'époque, un grand législateur, pardon, de l'époque, et qui a même travaillé à Paris à un moment donné. Pour les sciences, elles sont confiées à M. Van Mons, qui réunit ce qu'on appelle un cabinet. C'est un cabinet de curiosité. Vous avez notamment un cabinet de physique. M. Van Mons est en contact avec tous les grands savants de son époque, et notamment un certain Volta. Volta qui invente la pile. Il l'a inventée en 1800. Et dès 1801, voilà une des premières piles, dès 1801, eh bien, Jean-Baptiste Van Mons met l'étude de la pile, de l'électricité, à son cours de sciences. Donc, c'est tout à fait remarquable. La bibliothèque, vous disais-je. Alors, la bibliothèque, elle est confiée à M. de la Serna, qui est espagnol d'origine et qui est à l'origine aussi de la Bibliothèque royale. En effet, une bonne partie des livres anciens, bien entendu, actuellement à la Bibliothèque royale, ont été rassemblés, achetés par M. de la Serna pour en faire la bibliothèque de l'école. Donc, vous voyez que les élèves qui fréquentent l'école centrale ont vraiment beaucoup de chance. Une idée saugrenue, c'est qu'on refuse aux spécialistes de l'enseignement, c'est-à-dire aux ecclésiastiques, d'y enseigner. Et ça va se sentir. Il y a beaucoup de matériel, on l'a vu, mais on a oublié une chose, c'est un budget de fonctionnement. Par exemple, en 1795, les enseignants demandent à bénéficier de la ration alimentaire, c'est-à-dire de la soupe populaire, parce qu'ils ne gagnent
que 350 livres par mois, c'est beaucoup trop peu pour faire vivre une famille. C'est la même chose qu'il gagnait 10 ans plus tôt, mais il y a eu une inflation énorme. Et pour dire qu'on doit les augmenter, eh bien, ils disent qu'ils enseignent les droits de l'homme, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Alors, on décide de leur accorder 1200 livres par mois, mais qu'on ne leur donne pas. Car si on est incapable de leur payer 350 ou leur payer même un peu plus que 350, eh bien, évidemment, on est incapable de leur payer 1200. Ils n'ont pas de pension de retraite en plus, et ça qui fait que les démissions se multiplient. Le mobilier est minimaliste, spartiate. Quelques chaises, quelques tables à côté du beau matériel scientifique. Il n'y a pas d'argent non plus pour faire du chauffage. Donc, quand il commence à faire froid au mois d'octobre, en 1796, eh bien, il n'y a qu'une seule chose, c'est qu'on doit écourter les leçons parce que aussi bien les enseignants que les élèves sont gelés. Les écoles centrales, en fait, sont un fiasco et sont supprimées en 1802 après seulement 5 années d'existence. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une très mauvaise coordination avec l'enseignement primaire, n'est-ce pas? On demande à des enfants de 10-12 ans un travail personnel énorme qu'ils ne sont pas capables de faire. On voit par exemple ici les petits dessins qu'ils font dans leur cahier, donc ça date de l'époque. On comprend tout de suite qu'un enfant qui s'amuse encore à faire des graffitis dans un cahier comme ça n'est pas capable d'avoir du travail personnel, de faire du travail personnel. En plus, il y a une rupture dans les matières. Ils étudient pendant 2 ans, par exemple, l'histoire, et puis n'en étudient plus du tout dans la suite, ce qui pédagogiquement est une absurdité. En plus, et ça déplaît aux parents, il n'y a ni éducation morale, ni éducation religieuse, puisque plus aucun ecclésiastique ne peut enseigner. On n'enseigne qu'en français, ce qui ferme l'école, non seulement à des enfants venant de la région flamande, mais même à toute une partie de la population bruxelloise qui est beaucoup plus néerlandophone que francophone. On n'a pas assez prévu de budget, bien entendu, on l'a vu, et heureusement, en 1802, Napoléon se rend compte que le système des écoles centrales est un très mauvais système, il les supprime et il les remplace un peu partout sur le territoire occupé par les Français par des lycées qu'on a appelés les lycées impériaux. Et celui qui nous intéresse, c'est bien entendu le lycée impérial de Bruxelles. Il change de place, il va s'installer dans un bâtiment qui existe toujours, qui était jusque-là l'abbaye de Coudenberg dans la rue de Namur. Vous voyez ici la rue de Namur qu'on voit depuis le haut. On a la place Royale dans le bas. Et on a la chance d'avoir conservé une vue plongeante sur l'école. Alors, évidemment, ça a un petit peu changé à l'heure actuelle. Ici, vous avez la rue de Namur. Ici, vous avez le rempart de la porte de Namur. Et ici, eh bien, vous avez les 2 cours de récréation de l'école. Donc, l'école se trouve devant nous. Vous avez les 2 cours de récréation, les murs des maisons de la rue Verte, et ce grand bâtiment est à la place de l'actuel Palais du Roi. Les lycées sont des modèles d'organisation. C'est tout à fait remarquable. D'abord, les professeurs sont fonctionnaires de l'État, avec les promotions et les pensions qui en découlent. Donc, les professeurs peuvent espérer monter en grade. Et voilà un exemple. L'empereur organise l'école d'une manière vraiment militaire. À la tête, il y a un proviseur qui chapeaute, qui a sous son pouvoir, d'une part le procureur, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la question d'argent, le censeur, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la discipline, et les professeurs. On commence la carrière d'enseignant normalement comme maître d'exercice ou comme maître d'études, et puis
on est à ce moment-là sous la surveillance des professeurs, et puis on peut espérer devenir professeur de 3e classe, puis de 2e classe, puis de 1re classe. En dehors du fait du côté honorifique, il y a évidemment une différence dans les traitements. Les lycées, eux aussi, sont mis par classe. Bien sûr, comme le système est français, les lycées parisiens, centre du monde pour tout français, les lycées parisiens sont mis hors classe, donc meilleurs que tous les autres, mais les lycées sont aussi divisés en 3 classes. Dans les plus petites villes, par exemple à Bruges, c'est un lycée de 3e classe, à Liège, un lycée de 2e classe, et à Bruxelles, c'est bien sûr un lycée de 1re classe. Napoléon comprend aussi que enseigner, c'est dépenser. Et donc, il veille à consacrer un budget important à l'éducation. On en revient aussi à un enseignement progressif sur 6, 7 ou 8 ans. C'est-à-dire qu'on commence les mathématiques en première année et petit à petit, on approfondit les mathématiques jusqu'à avoir un niveau beaucoup plus élevé en 6e, 7e ou 8e année. On augmente le nombre de matières tout en insistant sur le latin, sur l'histoire et sur les mathématiques. Alors, le latin, pourquoi? Parce que c'est traditionnel. L'histoire, parce que c'est l'occasion de montrer combien l'époque napoléonienne est meilleure que les époques qui ont précédé, particulièrement l'Ancien Régime. Évidemment, c'est flatter l'empereur. Et les mathématiques, n'oublions pas que Napoléon lui-même était friand de mathématiques et, semble-t-il, un excellent mathématicien. Et le système est tellement bon qu'en fait, il existe encore de nos jours. Non seulement, en grande partie au moins, non seulement le système est bon, mais on réussit, grâce à cette hiérarchie, à engager des professeurs de très grande qualité. Je vous en donne simplement 4 exemples. Monsieur Lesbroussard, professeur de latin, il y a le père et le fils, ici c'est le fils, ils sont tellement célèbres qu'ils ont donné le nom à une rue à Ixelles. Quetelet, en mathématiques, qui a inventé les statistiques en Belgique et qui était le premier directeur de l'observatoire, Monsieur Vautier pour le français, la rue Vautier porte son nom, et enfin Monsieur Heger, également professeur de français, qui est célèbre, qui était un professeur tout à fait extraordinaire et qui a été notamment le professeur des sœurs Brontë quand elles habitaient à Bruxelles et qu'elles fréquentaient, non pas l'Athénée, bien entendu, qui était réservée aux garçons, mais l'école privée fondée par l'épouse de M. Heger. Également, on insiste beaucoup sur les sciences et on a la liste exacte du matériel scientifique. Ici, je n'ai pris que 4 exemples. Vous avez les fameuses sphères de Magdebourg qui permettent d'expliquer la pression atmosphérique. Vous avez la machine de Nollet qui est une machine à faire le vide et qui permet notamment de prouver la nécessité de l'oxygène pour la combustion. Vous avez un autre appareil qui est inventé par un Anglais, Atwood, qui permet de démontrer la chute des corps. Et vous avez même un très ancien appareil qui a été inventé par les Grecs, qui est l'éolipile, qui est une boule qui tourne sur elle-même lorsque du gaz, de la vapeur d'eau, sort par les 2 petits tuyaux coudés. Ça se met à tourner par, évidemment, un principe de réaction. Alors, le temps continue à avancer, bien entendu, et nous arrivons à 1815. 1815, c'est la fin de l'épopée napoléonienne, c'est le congrès de Vienne que vous voyez représenté ici. Un personnage est facilement reconnaissable, c'est Talleyrand, le représentant français. Et vous savez que le congrès de Vienne décide de mettre la Belgique sous la domination des Pays-Bas. Curieusement, les Pays-Bas ne sont pas représentés, c'est l'Angleterre qui défend leurs intérêts. Et en 1816, donc juste après, eh bien, le lycée se voit transformé en Athénée royale de Bruxelles, dont je ne vais pas dire grand-chose parce que l'organisation est exactement la même. L'organisation du lycée est tellement bonne
que les Hollandais n'éprouvent pas le besoin de changer fondamentalement. Le seul changement, en fait, c'est que du jour au lendemain, en 1824, l'enseignement qui était entièrement francophone devient entièrement néerlandophone. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cela ne pose aucun problème. En effet, aussi bien les professeurs que les élèves semblaient être de parfaits bilingues. Donc, M. Lesbroussard, pour prendre l'exemple, donne du jour au lendemain son cours de latin en néerlandais, alors que jusque-là, il le donnait en français. En fait, il n'y a qu'une seule personne qui n'en sort pas, c'est le directeur de l'école à l'époque, parce que lui, il est français, donc il ne connaît pas du tout le flamand, et il est remplacé. Après 1830, mais je n'en parlerai pas, évidemment, l'école a continué à exister, mais cette fois-ci sous la tutelle de la ville. Je terminerai mon propos, parce que le temps passe, n'est-ce pas? Je dépasse un petit peu le temps qui m'était imparti à cause de ces interruptions que nous avons connues en début de parcours, par quelques anecdotes, car c'est toujours amusant, je pense, de connaître les anecdotes. Alors, vous avez d'abord l'élève Sonval. Je vous lis le texte qu'on écrit sur lui, enfin sur lui et sur ses camarades. L'inconduite des élèves est parvenue dans cette classe surtout au-delà de toute expression. Leur impertinence à l'égard des professeurs n'a plus de bornes. Ils se permettent de les outrager de la manière la plus grossière, par des injures sales et dégoûtantes, tracées avec la craie sur toutes les portes, et auxquelles ils ajoutent souvent les figures les plus lubriques qui manifestent la corruption de leur cœur. Aujourd'hui encore, le nommé Sonval, que je vous dénonce particulièrement, en sortant du collège, a lancé contre la porte de ma classe une brique que j'ai vue ramasser et qu'ont vu jeter mes écoliers, dont la conduite est diamétralement opposée à celle que je trace ici. Et ce n'est pas la première fois, depuis 8 jours, qu'on me fait cette avanie. Donc, vous voyez que des élèves difficiles, des élèves chahuteurs, il y en a toujours eu, mais il faut savoir que l'élève Sonval, dont on réclamait la mise à la porte, n'a pas été mis à la porte, a eu d'excellents résultats, est devenu à son tour enseignant en province, à Andenne, et chose un peu triste, il est mort jeune, et une des personnes qui a déclaré son décès était le frère d'un de ses anciens professeurs de l'école. Ensuite, on pourrait parler de M. Guise, en 1819. En fait, le responsable du chahut dont je viens de vous parler en 1797 était déjà M. Guise. M. Guise a fait une très très longue carrière. Et à la fin, en 1819, eh bien, mon Dieu, il est temps qu'on le pensionne, surtout quand on lit ce que la commission dit sur lui. D'après les renseignements pris relativement au sieur Guise, régent de la 5e dans l'Athénée royale, on est donc du temps des Hollandais, le bureau d'administration est convaincu que le dit sieur Guise ne peut plus continuer de remplir la place qu'il occupe. Outre que de temps en temps, il est sujet à des vertiges, il n'est plus à même de se faire respecter par ses élèves, remarquez que ça fait plus de 20 ans que c'est le cas, qui, pendant des leçons entières, s'amusent en classe à ses dépens. Les explications qu'il donne sont pour ainsi dire nulles et sans fruit, et au lieu de thèmes composés, on lui fourre en main du papier noirci. En un mot, les élèves et leurs parents considèrent l'année qu'on passe dans cette classe comme du temps perdu. Quelques-uns s'en sont retirés et d'autres ont l'envie de faire la même chose. Il y a aussi des problèmes avec les voisins, parce qu'être voisin d'une école, ce n'est évidemment jamais agréable. Et une des voisines de l'école, au temps où elle est rue de Namur, c'est Madame Latteur. Elle est la veuve d'un échevin de la ville. Et elle désire que l'on fasse fermer jusqu'à hauteur du dernier carreau les 2 fenêtres de la chambre au-dessus de la prison, dite le séquestre, celle sur la même ligne, donnant du jour sur l'escalier, parce qu'elle ne supporte pas que les élèves regardent par la fenêtre jusque dans son jardin. Un peu plus tard, elle dit « À tout moment, les élèves sont dans la gouttière, placés à 3 pieds en dessous de ces fenêtres et se laissent descendre le long d'un toit qu'ils dégradent considérablement. Ils s'introduisent chez elle, soit pour sortir, soit pour dévaster son jardin.
Il faut dire que dans le jardin de Madame Latteur, il y a des arbres fruitiers et que la cantine de l'école n'était manifestement pas suffisante. Troisième chose de Madame Latteur, qui veut toujours fermer les fenêtres. Désirant obtenir une sécurité entière du côté de l'école, elle vient vous prier d'avoir la bonté de faire fermer les fenêtres du dortoir aussi jusqu'à la hauteur du dernier carreau. Cette opération est d'autant plus facile que cette chambre est éclairée par la cour et non pas par le jardin et n'est habitée que la nuit. Donc, les enfants n'ont pas besoin de voir clair dans leur dortoir puisque de toute façon, il n'y passe que la nuit. Alors, la cantine, je viens d'en dire un mot. Eh bien, qu'en est-il? Les avis divergent, vous allez l'entendre. Quand le rapporteur a demandé à quelques pensionnaires comment était la table au pensionnat, ils ont répondu qu'elle était bonne. Et les parents, de leur côté, ont témoigné qu'ils étaient contents de cet égard. Donc, les élèves et les parents sont contents. Quand il a fait la même question à des professeurs et autres préposés du collège, il a entendu dire à quelques-uns qu'on désirait un peu plus de variété dans les mets, qu'ordinairement, dès le dimanche, on pouvait nommer d'avance tous les plats qui viendraient figurer sur la table pendant le cours de la semaine. Et en effet, on a retrouvé la liste des achats de la cuisine. Et alors, dans les légumes, c'est toujours ou des choux ou de la salade. Alors, de la salade, ici, je prends un exemple au mois de juin, passe encore, mais du chou, évidemment, ce n'est pas agréable. Quant à la viande, c'est alternativement du bœuf, du veau, du bœuf, du veau, du bœuf. Alors, prenons quelque chose d'un peu plus comique, l'histoire de la queue du vieux Lefebvre. L'histoire se passe en 1809, un soir. Donc, le soir du samedi 7 janvier, il fait bien obscur, 1809, vers 9 h du soir, Monsieur le censeur Lefebvre sort du lycée. Et l'obscurité ne lui permet pas tout d'abord d'apercevoir de l'autre côté de la rue un groupe de 4 individus qui bientôt se ruent sur lui. Et dans la bousculade, Monsieur Lefebvre sent quelque chose de froid dans son cou. Et puis il entend un clac très net de gros ciseaux. Ses cheveux qu'il portait à l'ancienne en catogan lui tombent sur le front. Il entend évidemment des rires, une cavalcade qui s'échappe, mais il y a quand même un réverbère à l'huile. Et donc, il pense que ce sont des élèves de rhétorique, d'anciens élèves de rhétorique qui viennent de sortir en juin précédent. Alors, Monsieur Lefebvre décide de porter plainte à la police et c'est grâce au rapport de police qu'on connaît encore toujours sa mésaventure. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend les cheveux et on les glisse dans un papier. On voit le papier ici qui est dans le dossier de la police. On les glisse par 2 trous et on écrit sur le papier « Mes anciens camarades et ennemis, je vous envoie la queue du vieux Lefebvre, coupée cette nuit, comme il se rendait chez sa petite amie, chez mademoiselle Lafont. Il porte une fausse queue. Ce fait a été commis pour le récompenser des soins qu'il a eus de moi et de plusieurs de mes camarades. » Et on lance le papier et la queue à l'intérieur de la cour de l'école où, bien entendu, les élèves le trouvent le lendemain matin et en font une grande joie. Le commissaire de police a essayé de connaître la vérité, connaître les coupables, mais il se fait que les coupables, eh bien, ce n'était pas n'importe qui. En effet, les 4 coupables sont devenus dans la suite de grands magistrats. Je vous les cite. Denis de Rasse, président du tribunal civil de Mons. Alexandre Jean Debien, membre du gouvernement provisoire et ministre de la Justice. Jean Van Exthoven, avocat à Anvers. Louis Hortz, substitut du procureur général, conseiller à la Cour supérieure de justice de Bruxelles et avocat à la Cour de Bruxelles. C'est vous dire qu'ils avaient déjà, je pense, des connaissances pour pouvoir échapper à une enquête de police. Alors, les élèves sortent de temps en temps de l'école et ils vont en promenade. Où vont-ils se promener? Eh bien, le long des restants des murailles. Ici, on voyait la porte de Halle dans son état ancien, avant la réfection par Poulart à la fin du 19e siècle. Il reste quelques morceaux de murailles et c'est là qu'on les promène parce qu'il y a relativement bon air. Mais que se passe-t-il? Eh bien, évidemment, ils s'amusent dans les murailles, ils se jettent des pierres.
pas de bol, un jour, c'est le maire de Bruxelles, qui est lui aussi en promenade, qui les aperçoit et qui écrit une lettre furibonde au préfet. Je dois porter à votre connaissance un fait qu'il suffira que je vous dénonce pour être certain qu'il n'aura plus lieu à l'avenir. Jeudi dernier, jour de congé, dans l'après-midi, des élèves de votre lycée se promenant sur le rempart de la porte d'Anderlecht se sont permis de renverser dans le fossé des morceaux de la muraille et ont répondu par des impertinences à la personne chargée de surveiller sa conservation. On a pu les reconnaître parce qu'ils se sont mêlés à la foule, mais le fait n'en est pas moins constaté. Alors, le préfet aurait pu répondre au maire que, de toute façon, le démantèlement des murailles avait été décidé dès 1782, n'oubliez pas qu'on est en 1811, et il avait été confirmé par un ordre impérial de 1804 et de 1810, et que par conséquent, les écoliers ne faisaient en quelque sorte qu'obéir aux ordres venus d'en haut. Mais voilà, le proviseur était un homme, avait peur de perdre sa place, et il a répondu au maire qu'il allait prendre les mesures qu'il fallait. Pour terminer ces petites anecdotes, eh bien, je vous propose de parler mode et politique en 1802, 1808 et 1812. En 1802, on décide, pour la création donc, des lycées, que l'ensemble des lycéens portera un uniforme composé d'un habit, d'une veste et d'une culotte bleue, un collet et des parements bleu céleste. On voit bien ici le bleu céleste par rapport au bleu plus foncé, un chapeau rond jusqu'à 14 ans, un chapeau français, c'est-à-dire le chapeau de Napoléon après cet âge, et des boutons jaunes de métal. Seulement voilà, le bleu, ce bleu foncé, c'est de l'indigo, qui vient d'une plante qui ne pousse qu'en Inde, ou essentiellement, disons, en Inde. Or, en 1806, Napoléon décrète le blocus. Donc, plus aucune marchandise des colonies ne peut arriver en Europe. Et donc, il faut évidemment changer l'uniforme des élèves. Et voilà l'uniforme de 1808. On dit, il ne sera plus confectionné pour les élèves des lycées, collèges et tout autre établissement dépendant de l'université de vêtements en drap bleu. Cette couleur sera remplacée par d'autres où n'entre aucune production des colonies. L'uniforme des élèves des lycées se composera d'un habit de drap gris de fer, on voit bien le gris, de culottes pareilles, collets, revers et parements couleur ponceau, c'est-à-dire couleur rouge. En 1812, devant l'insuccès du blocus, eh bien, on laisse de nouveau entrer les produits des colonies en les taxant à 40%. Et donc, le règlement change à nouveau. Les élèves et pensionnaires des lycées, des institutions et pensions seront à l'avenir habillés de drap bleu, teint avec l'indigo pastel, dans la forme fixée par les précédents règlements. Les lycées reprendront l'habit bleu sans revers avec le collet et les parements bleu ciel. Voilà, c'est un peu, je crois, une conclusion que l'école a connu beaucoup de changements, mais quoi qu'on fasse, c'est un cercle, on tourne toujours en rond. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, voilà le livre que j'ai fait paraître il y a à peine quelques jours qu'il est sorti, le Studia Bruxellae numéro 13, qui vous donne beaucoup plus d'anecdotes et qui surtout, je crois que ça c'est une partie intéressante, vous donne un aperçu biographique de toutes les personnes qui ont travaillé entre 1777 et 1830, que ce soit les professeurs, que ce soit les médecins, les infirmières, les gens d'administration, et j'ai réussi à retrouver jusqu'au plus humble, c'est-à-dire la femme qui peignait les élèves ou ceux qui nettoyaient par terre. Je vous remercie en tout cas de votre attention et j'espère que je vous aurai appris quelque chose. N'oubliez pas que je suis un ancien professeur.
Voilà, merci Monsieur Van Welkenhuizen. Oui, effectivement, je pense que vous nous avez appris quelque chose et même beaucoup de choses. Je voulais aussi vous remercier déjà, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier, au-delà de cette conférence qui est passionnante, très intéressante, très originale, de voir aussi la petite histoire dans la grande histoire. Vous remercier pour avoir gardé votre sang-froid dans cette situation de stress que nous avons eue avec les coupures Internet. Et je voulais aussi remercier le public parce que nous, ici, dans nos ordinateurs, nous pouvons voir le nombre de participants et personne n'a quitté. Donc, merci également à vous. Et c'est aussi un signe, Monsieur Van Welkenhuizen, que votre public était captivé. Alors, au niveau des questions et réponses, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous les poser dans l'icône Q et R qui est en dessous de l'écran. Néanmoins, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Alors, je voulais m'assurer qu'ils veuillent poser une question oralement. Je peux vous le céder si vous le souhaitez. Et si c'est une erreur de manipulation de votre PC, nous le verrons ainsi. Alors, j'ai Emmanuel et Jean-Luc qui ont levé la main. Jean-Luc, as-tu une question? Je vais te donner la parole. Bruno, je ne sais pas si tu m'entends. Non, c'était juste au moment où il y a eu la difficulté technique, donc je n'ai pas de Oui. question. Oui, c'est entre-temps heureusement réglé. Merci Jean-Luc. Et il y a entre-temps Emmanuel, on dirait qu'il a baissé sa main, donc ça devait être aussi peut-être pour la même raison. Je vais couper ton micro, Jean-Luc. Tu n'as pas de questions? Non. Ok, je coupe alors. Alors, nous avons ici Roxane qui dit que c'était limpide et passionnant. Grand merci, Monsieur Van Welkenhuizen. Moi, ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans votre présentation, monsieur, c'était voir des endroits à côté desquels nous passons tout le temps, comme le Mont des Arts ou la rue de l'Hôpital, et voir ce que c'est devenu, ce qu'il y avait avant. C'était aussi très intéressant. J'ai également été amusé quand vous avez parlé des prix et des bulletins qui étaient distribués aux élèves. Ça m'a fait penser à une histoire que je ne peux pas dire réellement familiale, mais j'ai à la maison 2 livres de premier prix qui ont été donnés à une Maria Bergmans, qui n'est pas aïeule, donc ça doit être à mon avis une tante ou une cousine. Et cette fille a reçu en 1913 le premier prix dans son école d'Anderlecht, en 1914 le premier prix dans son école à la ville de Bruxelles, mais les 2 années on lui a offert le même livre. Donc ce qui devait peut-être avoir aussi un côté démotivant, et ça rejoint aussi ce que vous disiez dans votre présentation, aussi justement les aspects financiers, les difficultés de l'école, que ce soit là en cantine ou dans le salaire des professeurs, ou même peut-être ici dans le cas présent, l'attribution des prix. Je regarde les questions-réponses et personne. Ah oui, attendez. Non, non, il n'y en a pas. Je vais laisser. Je pense que si personne n'a de questions, on ne va pas la faire trop longue, parce qu'on est déjà un peu en retard à cause de ces essais techniques qui nous ont fait déborder. C'est que moi, je voulais faire, à nouveau vous remercier, M. Van Welkenhuizen, c'était très chouette. Si vous avez l'occasion de lire la publication de M. Van Welkenhuizen, lisez-le, parce que c'est vraiment rentré dans l'histoire. Et je voulais également demander à M. Van Welkenhuizen de passer au slide suivant pour vous parler de nos prochaines conférences. Ici, nous avons clôturé avec lui l'année 2022 et le programme de 2023 est déjà prêt pour toute l'année. Et nous allons avoir beaucoup plus de jeudis de l'histoire l'année prochaine. Nous allons passer à 11 conférences. Nous avons regroupé certaines conférences par thématique et les 2 premières que nous allons avoir en présentiel à la Maison du Roi vont avoir lieu dans le cadre de l'exposition temporaire qui a lieu pour le moment dans l'espace parenthèse au premier étage sur la place des femmes dans les collections du musée. Et dans ce contexte-là, nous allons avoir 2 lectures sur les femmes. La première sur Eliane Avanit, une architecte qui a entre autres réalisé le showroom des usines Peters-Lacroix ici au centre-ville et qui a réalisé la passerelle que
peut-être vous connaissez à l'avenue de Madrid. Donc voilà, nous allons voir ces réalisations modernistes. Et alors après, le 2 février, donc ça c'était pour le 19 janvier, et le 2 février, nous continuons avec les femmes et un autre type de femmes ici, bah, les sorcières. On va démystifier le mythe des sorcières et voir peut-être s'il n'y avait pas un peu de machisme dans l'histoire des sorcières. Tout au long de l'année, nous avons d'autres conférences sur l'art nouveau, sur les droits de la communauté LGBTQI+, sur la Renaissance, sur le chocolat, sur un collectionneur de Bruegel. Et c'est pour ça que nous vous invitons à souscrire à la newsletter du musée. Vous avez l'adresse qui est mentionnée là-bas. En cliquant sur brusselscitymuseum.brussels, vous pouvez vous y abonner. Et si vous avez des questions qu'on n'a pas pu répondre ou qui vous surgissent entre-temps, ben, vous pouvez nous les poser à l'adresse du service des publics qui est mentionné sur votre écran. Vous remercie encore à tous pour votre présence, à Monsieur Van Welkenhuizen à nouveau pour sa patience et sa motivation et sa présentation motivante, je veux dire, pardon. Vous souhaitez à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et au plaisir de vous revoir au mois de janvier. Merci à la Maison du Roi et merci à Martin pour son assistance. Au revoir à tout le monde.